Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lefebvre Dalloz. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la transposition de la directive CSRD en France. Je suis Alexandra Famnock, journaliste chez Lefebvre Dalloz, et je suis entourée de deux avocates qui vont répondre à nos questions. À ma gauche, maître Isabelle Grenier, qui est avocate et membre de la commission droit et entreprise du Conseil national des barreaux. Et à ma droite, maître Patricia Savin, qui est avocate associée au sein du cabinet DS Avocats, qui est un cabinet accrédité en tant qu'organisme tiers indépendant, OTI, dont on parlera tout à l'heure, le rôle et l'importance de l'OTI. Nous allons donc parler de la CSRD, c'est-à-dire de la Corporate Sustainability Reporting Directive. Il s'agit d'une directive européenne qui fixe des normes et des obligations de reporting extra-financier. Ces objectifs sont d'accroître la responsabilité des entreprises, d'harmoniser les normes entre les États membres de l'Union européenne et de faciliter la transition vers une économie durable. La directive CSRD a été transposée en droit français, principalement par une ordonnance du 6 décembre 2023 et par un décret du 30 décembre 2023. Ces textes imposent à certaines sociétés d'établir et de publier des informations en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Donc des informations dites ESG ou encore appelées informations de durabilité. Ce rapport de durabilité va progressivement remplacer la déclaration de performance extra-financière, la DPEF, que certaines sociétés sont actuellement tenues d'établir. Sans tarder, entrons dans le cœur du sujet par une première question essentielle, c'est qui est concerné par ce rapport de durabilité, quelle société et à partir de quand? Maître Savin, je crois que c'est vous qui répondez à cette première question. Oui, je vous remercie. Question essentielle parce que il faut se préparer, il faut anticiper cet exercice qui est quand même un choc normatif pour certaines entreprises. Donc les premières entreprises concernées sont celles qui sont déjà assujetties à la DPEF, puisqu'elles connaissent d'une certaine façon cette notion de durabilité, de reporting extra-financier. Donc ça veut dire que les entreprises cotées devront émettre leur rapport de durabilité en 2025 sur l'exercice 2024. Puis nous aurons les grandes entreprises non cotées qui auront la même exigence pour un rapport 2026 sur les données 2025. Et ensuite les PME cotées qui devront, elles, établir leur rapport de durabilité sur 2026 pour un rapport de durabilité en 2027. Donc, retenir 2025, 2026, 2027. D'abord, les grandes entreprises, puis les PME cotées. Merci, maître. Une question un petit peu plus précise. Est-ce qu'une filiale d'une société française doit aussi établir des informations de durabilité ? Alors effectivement, la filiale d'une société française, elle peut être exemptée de l'obligation d'établir un rapport de durabilité si certaines conditions sont remplies. La première de ces conditions, c'est qu'il faut que la société mère, au niveau du groupe, ait inclus sa filiale dans le rapport de gestion. Et il faut aussi qu'elle établisse un rapport de durabilité au niveau du groupe qui respecte les préconisations de la directive. Notamment, en particulier, l'obligation qui s'impose à la société mère, c'est d'indiquer dans ce rapport de durabilité, à partir du moment où elle le fait au niveau du groupe et qu'elle exempte ses filiales, toute différence significative qui pourrait exister entre les impacts et les risques en matière de durabilité au niveau du groupe et les impacts et les risques concernant certaines de ses filiales. Il y a aussi une obligation de transparence de la filiale, c'est-à-dire que si elle sollicite le bénéfice de cette exemption, elle doit, dans son rapport de gestion, indiquer l'identité et l'adresse du siège de la société mère, mentionner un lien qui renvoie vers le rapport de durabilité du groupe et indiquer qu'elle demande expressément le bénéfice de cette exemption. Attention toutefois, le bénéfice de cette exemption, il n'est pas possible pour les filiales qui sont considérées comme des entreprises d'intérêt public, c'est-à-dire notamment les filiales qui sont des sociétés cotées, qui elles sont obligées d'établir leur propre rapport de durabilité. Et cette exemption, donc on parle là des filiales françaises, mais elle concerne en fait les filiales des entreprises européennes ou non européennes. Ce sont les mêmes règles qui s'appliquent. D'accord. Donc, on l'a compris, les petites et moyennes entreprises non cotées ne sont aujourd'hui, selon les textes français, pas concernées par le rapport de durabilité. En revanche,
est-ce qu'elles peuvent quand même avoir un intérêt à établir volontairement ce type de rapport? Vous avez employé un terme, c'est pour l'instant. Je crois que c'est un vocable qui est intéressant en ce sens que, oui, pour l'instant, elles ne sont pas concernées. Le sens de l'histoire nous conduit peut-être à considérer qu'un jour elles le seront, parce que le sens de l'histoire, c'est vraiment d'amener à une équivalence entre les informations financières et non financières de durabilité. Alors, n'étant pas concernées pour l'instant, pourquoi ferait-elle cet exercice qui est quand même assez chronophage? Déjà pour répondre aux demandes des sociétés qui, elles, sont concernées, qui vont devoir consulter les parties prenantes. Alors, il y a tout un débat, est-ce que c'est obligatoire, non obligatoire, la consultation des parties prenantes? Pour ma part, en tant qu'OTI, lorsque j'aurai à exercer cette mission, une entreprise qui n'aura pas consulté ses parties prenantes, j'aurai quelques doutes sur la pertinence de la façon selon laquelle elle a rédigé son rapport de durabilité. Donc, une entreprise qui est assujettie, qui va rendre son rapport de durabilité, si elle consulte ses parties prenantes, dont les PME non cotées, il faudra bien que les PME en question fassent remonter les données. C'est le premier point. Et puis, mon second point, c'est un exercice qui est quand même intelligent, qui est intéressant, puisqu'on le verra tout à l'heure, il y a quand même ce qu'on appelle des ESRS, sur l'environnement, sur le social, sur la gouvernance, qui ont été pensés, qui ont été réfléchis au niveau de la Commission européenne, après rechallengé par l'IFRAG. C'est un exercice qui invite les entreprises à se poser les bonnes questions sur leur niveau de durabilité. Donc, même sans aller jusqu'à une formalisation d'un rapport durabilité, mais s'intéresser à l'exercice et puis voir c'est quoi l'entreprise qui se pose les bonnes questions pour être durable, c'est toujours un plus pour une PME. D'accord. Et est-ce que ça peut être aussi intéressant pour les banques, les investisseurs qui vont être de plus en plus friands de ce type d'informations? Oui, bien sûr, puisque l'intérêt dès les premières étapes de la DPEF et puis maintenant rapport de durabilité, c'est clairement de flécher les investisseurs vers des entreprises qui regardent le financier et l'extra-financier au même niveau. Tout à fait. D'accord. Alors, concrètement, maintenant, une entreprise sait qu'elle doit établir un rapport de durabilité. Qu'est-ce qu'elle fait? Par quoi elle commence? Alors, peut-être un petit rappel. Pourquoi en sommes-nous là? Nous en sommes là, et la France a été quand même précurseur, il ne faut pas l'oublier, avec la loi de nouvelle régulation économique, où nous avions un reporting extra-financier. Alors, ce reporting extra-financier, c'était vraiment une liste de courses. Alors, avec mon décret, mon arrêté, toutes les informations environnementales, les informations sociales, pas grand intérêt en soi, mais la démarche à l'époque, c'est vraiment de dire il faut arrêter de publier des rapports de développement durable, tous plus beaux les uns que les autres en termes de communication, mais sans permettre une comparabilité d'un rapport à l'autre. Donc, la nouvelle régulation économique, c'était ça. C'est quelles sont les informations sociales et environnementales que vous, les cotés, vous devrez porter à la connaissance du marché. Pas grand intérêt, mais ça, dans un premier temps, c'était assez douloureux quand même. Parce que moi, j'avais accompagné une cotée qui dit comment je vais faire ce reporting extra-financier. Ça n'a pas été fait. Ensuite, nous sommes passés à la déclaration de performance extra-financière qui a tiré les enseignements de cette liste de courses. On dit bon, maintenant, on oublie la liste de courses, puis on reste sur le modèle d'affaires. Le modèle d'affaires de l'entreprise et comment, par rapport à ce modèle d'affaires, je vais faire une déclaration de performance extra-financière. Je performe au-delà du pur financier. Exercice passionnant en tant qu'accompagnateur avocate, en tant qu'OTI, en ce sens que nous regardions d'abord quel était le corps principal des données d'entreprise, quel est son modèle d'affaires, comme on dit. Et puis, chemin faisant, les DPEF étaient de plus en plus bavards, on va dire, de plus en plus dans la com. Et c'est là où la CSRD est intervenue en disant stop, on arrête. On n'a pas atteint l'objectif de comparabilité d'une DPEF à l'autre. Et puis on va vraiment vers cette CSRD qui est ce rapport de durabilité qui, sur le fond, est très rigoureux. Sur le fond, sur la forme, va vraiment demander à
avec les ESRS, à adresser chaque point. Donc aujourd'hui, on a 12 ESRS, après on aura des sectoriels. Donc ça veut dire que pour l'entreprise qui va devoir rentrer dans cet exercice, c'est déjà de vraiment comprendre. Comprendre que c'est un investissement. Ce n'est pas un exercice je dirais, de conformité, mais plus un exercice de gouvernance. Ensuite, il lui faut anticiper. Ça va prendre du temps. Ça prend déjà beaucoup de temps. Et anticiper en rentrant dans l'ordonnance, en rentrant dans les ESRS, pour comprendre comment, par rapport à son métier, par rapport à son activité, eh bien, elle est concernée. Et dans les deux sens, on en parlera tout à l'heure, cette notion de double matérialité. Et puis ensuite, il faudra, bien évidemment, dans cette anticipation, créer une équipe pour collecter les données. Équipe plutôt pluridisciplinaire, pour avoir des données dans une transversalité et sécuriser. Alors pourquoi sécuriser? Parce qu'après, ce rapport de durabilité va être vérifié par un ETI ou un CAC, organisme tiers indépendant commissaire aux comptes. Et il faudra bien être en mesure de justifier auprès de l'ETI ou du CAC que ce qui figure dans ce rapport de durabilité est fiable et exhaustif. Donc, comprendre, anticiper et sécuriser, pour moi, les trois mots-clés aujourd'hui pour les entreprises qui sont soumises. D'accord. Et vous parlez d'une équipe pluridisciplinaire. Concrètement, qui on regroupe? Un DAF, un DJ? Alors, ce qu'on voit déjà aujourd'hui dans les DPEF, c'est que les parties les plus concernées, on trouve le DAF, les ressources humaines, le responsable RSE. Et là, j'ai envie de dire, on a quand même le noyau dur des personnes physiques au sein d'une entreprise qui sont à même de faire remonter les données, puisqu'on a les ESRS, alors, environnement, social et gouvernance. Avec ces trois acteurs-là, ils peuvent piloter et identifier en interne qui va permettre d'opérer cette remontée d'informations. D'accord. Vous avez évoqué plusieurs fois, Maître Savin, les normes ESRS. Effectivement, les différents textes du Code de commerce prévoient que les informations de durabilité doivent être élaborées selon des normes ESRS. ESRS est European Sustainability Reporting Standards. Maître Grenier, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ces normes? De quoi s'agit-il en fait? Je pense que pour comprendre les normes ESRS, il faut reprendre, c'est expliqué tout à l'heure Patricia Savin, la genèse de la directive CSRD. C'est effectivement cette genèse, c'était de promouvoir à la fois la transparence sur un certain nombre d'informations en matière de durabilité, mais aussi l'harmonisation et la standardisation. Parce qu'on avait vu que l'écueil de la déclaration de performance extra-financière, c'était que les informations étaient difficilement comparables d'une entreprise à une autre et donc difficilement exploitable, par exemple, pour les investisseurs. Et ça a d'ailleurs été une demande des investisseurs, qui est cette standardisation et cette harmonisation. Donc, en fait, les normes ESRS, ce sont des normes qui sont élaborées par les FRAG et ensuite adoptées par la Commission européenne et qui visent en fait à standardiser les informations que les entreprises vont devoir publier et remonter en matière de durabilité. D'accord. Et ces normes ESRS, est-ce qu'elles sont prêtes? Elles sont finies? Elles sont en cours? On a des projets? Alors, il y a déjà des normes qui ont été adoptées. Il y a déjà 12 normes, en fait, qui ont été adoptées. C'est ce qu'on appelle les normes transsectorielles, c'est-à-dire les normes qui s'appliquent à toutes les entreprises. Et donc là, pour l'instant, il y a 12 normes qui se subdivisent, en fait, en 4 parties, puisque les normes ESRS, elles reposent sur les piliers, en fait, de la RSE, c'est-à-dire, comme l'expliquait tout à l'heure Patricia Savin, c'est l'environnement, le social et la gouvernance. Donc, on a déjà ces normes transsectorielles qui ont été adoptées. Il y a une partie des normes qui concernent en fait des informations générales. Il y a toute une partie des normes qui sont des normes environnementales, les normes sociales et la gouvernance. Et là, d'ici les 2 ans à venir, doivent être adoptées en fait des normes qui sont sectorielles, là, qui seront sectorisées par secteur d'activité pour les entreprises. Et elles sont en cours d'élaboration par les FRAG, justement. Oui, donc pour celle-ci, il me semble qu'on a des projets éventuellement. Il y a des projets, mais c'est en cours de discussion et normalement, l'adoption est prévue pour au plus tard 2026. D'accord. Et du coup, maintenant qu'on a compris la genèse, les standards ESRS, quelles sont les informations que l'entreprise doit regrouper? Et est-ce qu'elle doit demander des informations à ses fournisseurs, ses parties prenantes, ses sous-traitants? Où trouve-t-elle aussi toutes ces informations? Alors justement,
l'entreprise, elle va pouvoir se servir de ces normes ESRS pour savoir quel type d'informations elle doit remonter et quel type d'informations sur lesquelles elle doit s'interroger et ensuite établir son rapport de durabilité. Par exemple, on a une norme en matière environnementale qui est la norme sur le changement climatique et qui va impliquer que l'entreprise se pose des questions. Et c'est ça dont on parlait tout à l'heure sous l'angle de la double matérialité, c'est-à-dire sur le changement climatique, quel impact le changement climatique va avoir sur l'activité de l'entreprise. Par exemple, une entreprise qui a besoin d'énormément de ressources en eau et qui est située dans un secteur où il y a des restrictions d'eau, on peut se poser la question de la pérennité de son modèle économique et de ses performances financières par rapport à cet enjeu climatique, cette norme. Mais l'exigence de double matérialité, ça implique de se poser une autre question, c'est quel impact mon activité va avoir sur le changement climatique. Et donc, en fait, c'est sous ces deux angles de la double matérialité qu'il faut se poser la question. Et donc, c'est des questions, en fait, très concrètes que les entreprises vont devoir se poser. Est-ce que mon modèle économique est viable par rapport, par exemple, à cette question du changement climatique, du besoin en ressources en eau? Quelles mesures je peux prendre? Alors, quelles mesures passées ou présentes ont déjà été adoptées, mais quelles mesures futures vont pouvoir être mises en place, par exemple, pour économiser les ressources en eau? Et comment, en fait, mon modèle économique va s'adapter aux obligations de l'accord de Paris, par exemple, de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc, c'est toutes ces questions qui vont devoir se poser. Et effectivement, c'est des informations qui, principalement, vont concerner l'entreprise. Alors, dans la liste de toutes les normes SRS, l'entreprise n'a pas besoin de répondre à toutes les normes. Elle peut, par exemple, considérer qu'une norme n'est pas pertinente pour elle par rapport à son activité. Mais dans ce cas-là, elle devra le documenter dans son rapport et expliquer pourquoi, finalement, elle ne s'est pas interrogée sur cette question spécifique. Et vous posiez une question qui était intéressante par rapport aux sous-traitants et fournisseurs. Donc, effectivement, à partir du moment où vous êtes dans la chaîne de valeur, normalement, vous devez faire remonter des informations des entreprises qui se situent dans cette fameuse chaîne de valeur. Et d'ailleurs, dans les normes SRS, vous avez une norme sur la question sociale qui concerne les travailleurs de la chaîne de valeur. Donc, l'entreprise va devoir s'intéresser aux travailleurs de sa chaîne de valeur, notamment aux conditions de sécurité auxquelles ils sont exposés, mais aussi aux accords sociaux, au respect d'un certain nombre de normes internationales, comme l'interdiction du travail forcé ou du travail des enfants. Donc, il y a véritablement cette démarche-là qui est à faire sur toute la chaîne de valeur. Et c'est pour ça quand on disait que les petites et moyennes entreprises ne sont pas concernées, indirectement, elles vont l'être, puisque les entreprises vont avoir besoin de connaître la façon notamment dont elles font travailler leurs salariés. D'accord. Et quand vous parlez de la chaîne de valeur, en fait, ce sont toutes les différentes entreprises qui interviennent pour participer à l'élaboration d'une prestation ou d'un produit que l'entreprise concernée par l'obligation. Oui, c'est à la fois fournisseur et sous-traitant, parce que c'est d'ailleurs un peu pour ça qu'on avait reproché que certaines déclarations de performance extra-financière ou avant la loi Nouvelle Régulation économique pouvaient permettre de faire du greenwashing, parce qu'une entreprise pouvait dire « moi, mon modèle économique n'impacte pas où on le verdissait de manière un peu artificielle, où on faisait toute une démonstration de sa politique sociale et en même temps on faisait travailler des fournisseurs qui étaient situés en Chine dans des conditions, ou des sous-traitants qui faisaient travailler des enfants ou des gens dans des conditions qui étaient intolérables. Et donc du coup c'est ça qui n'est plus permis, en fait, qui ne devrait plus être permis par la directive CSRD. D'accord. Toutes ces informations de durabilité que l'entreprise regroupe, qu'est-ce qu'elle en fait? Où doit-elle les placer? Sous quelle forme? Est-ce qu'il y a un modèle? Tout cela est en gestation. Tout cela se met en place. Ce que l'on peut dire, c'est que la Commission européenne préconise un rapport sur une structure qui reprend en réalité les ESRS, avec une section 1 sur les informations générales, une section 2 sur les informations environnementales, une section 3 sur les informations sociales et une section 4 sur la gouvernance. Donc, sans grande surprise, et heureusement, on suit les ESRS, les normes ESRS qui viennent d'être évoquées, transversales. Ensuite, nous avons l'autorité, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui recommande pour sa part d'être très pédagogique dans chacune de ces sections pour insérer des sous-sections. Comme cela a été dit précédemment, l'enjeu c'est de permettre au marché, permettre aux investisseurs, permettre même aux clients des entreprises de comprendre est-ce que cette entreprise-là, elle a une vraie démarche de durabilité,
sur le volet environnemental, social ou de gouvernance. Donc, plus il y aura de pédagogie dans la façon dont sera rédigé ce rapport, et mieux ce sera. Donc, 4 sections qui rejoignent et qui sont conformes aux normes SRS transversales. D'accord. Et alors, ces informations, justement pour qu'elles soient comparables, j'ai entendu parler de balises, ou d'un format en tout cas particulier. Oui. C'est un format informatique, XHTML. C'est ça, exactement. Oui. C'est le XHTML avec un enjeu très important, essentiel, qui est le tagage, pour que ce rapport puisse être lu par un ordinateur. Afin que justement, dans une comparabilité, eh bien, les investisseurs disent tiens, ce qui m'intéresse, moi, c'est les tonnes de CO2 émises, et hop, je rentre ma donnée informatique pour comparer un rapport à l'autre, et tout de suite, j'ai cette donnée qui émerge. Donc, le tagage, ça va être quelque chose. Et les informations de durabilité sont placées concrètement dans le rapport de gestion, Oui. dans une section spécifique Tout à fait. du rapport de gestion. Donc le rapport de gestion qui est en plus un rapport important puisque c'est un rapport qui est établi, qui est communiqué aux actionnaires, aux associés des sociétés et on verra un petit peu plus tard qu'il est aussi mis à disposition d'autres du public en fait, Bien sûr. du C'est de dépôt. l'information. Voilà, c'est de l'information aussi au public. Donc notre rapport est établi, notre rapport de durabilité est fait. Maintenant, il doit être certifié. Alors, qui certifie ce rapport? Alors, qui certifie ce rapport? C'est une bonne question. Il y a un député européen, qui est français d'ailleurs, Pascal Durand, qui s'est énormément battu pour que ce marché ne soit pas réservé aux seuls commissaires aux comptes. Alors, on sait que c'est l'audit et qu'à l'origine, la directive CSRD ne visait renvoyait à la directive de l'audit et donc ne visait que les commissaires aux comptes. Et l'approche de Pascal Durand a été de dire, à partir du moment où ces informations, donc on l'a vu avec les normes SRS, elles concernent énormément d'informations en matière environnementale, il y a du droit de l'environnement, il y a énormément d'informations en matière sociale, donc l'audit de tout ce qui concerne la politique sociale de l'entreprise, les accords d'entreprise, etc., etc. C'était beaucoup d'informations juridiques. Il peut y avoir aussi des informations techniques. Donc son idée à lui, c'était de dire il n'y a pas de place que pour les commissaires aux comptes, il faut que d'autres acteurs puissent auditer ces rapports d'information. Donc la directive CSRD, sous l'influence d'un certain nombre de députés, dont Pascal Durand, a ouvert la possibilité aux États membres de faire le choix d'agréer ce qu'on appelle des prestataires de services d'assurance indépendants à côté des commissaires aux comptes pour certifier les rapports. C'est le choix qu'a fait la France dans le cadre de la transposition de la directive européenne. Pour l'instant, c'est le seul pays européen à l'avoir fait, mais parce que c'est aussi le seul pays européen à avoir transposé la directive, puisque les autres, pour l'instant, traînent un peu du pied. Mais donc, effectivement, cette possibilité est ouverte aujourd'hui par le Code de commerce. Et d'ailleurs, on voit que dans le Code de commerce, on ouvre la possibilité de faire des lettres de mission croisées, en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, l'entreprise, elle n'est pas obligée de faire appel soit à un avocat, soit un ingénieur du bureau Veritas, soit un commissaire aux comptes. Elle peut se dire, moi, par exemple, ma typologie d'activité fait que j'ai énormément d'informations en matière sociale, j'aimerais que ce soit un avocat qui les audite. Et en fait, les intervenants vont pouvoir faire des lettres de mission dans lesquelles ils vont indiquer la partie qu'ils vont auditer sur ce rapport de durabilité. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on parle depuis tout à l'heure de transversalité et la durabilité, c'est par essence une matière qui est transversale et qui va devoir impliquer des compétences diverses. Et c'est à la fois les CAC ont toute leur place aussi sur ce marché puisque eux font de l'audit d'informations financières et connaissent bien le secteur de l'audit. Mais les avocats et d'autres acteurs peuvent aussi intervenir pour apporter leur éclairage sur ces sujets. Et alors, une entreprise, moi je pense à une entreprise qui doit établir son rapport de durabilité dès 2025 sur l'exercice 2024. Est-ce qu'elle doit anticiper et désigner son certificateur dès maintenant, par exemple à l'ASG, à l'Assemblée Générale, là, qui arrive au printemps, ou qu'est-ce qu'elle fait en fait? Alors, c'est vrai que le mieux, c'est d'anticiper. D'abord parce qu'au plus tôt on aura désigné la personne qui va, là où les personnes qui vont charger d'auditer, au plus vite le travail va pouvoir se mettre en place puisqu'il y aura tout un travail en amont. De la même manière en fait que finalement les entreprises sont déjà habituées aux audits financiers qui sont faits par les commissaires aux comptes. Et quand on désigne son commissaire aux comptes, ensuite il met en place un certain nombre de travaux pour des tests par épreuve, par sondage, pour justement s'assurer
de la qualité de l'audit qu'il va réaliser. Donc, le plus tôt, c'est le mieux. Et c'est vrai que si on veut éviter de faire une nouvelle Assemblée générale, il vaudrait mieux profiter cette année de l'Assemblée générale d'approbation des comptes pour désigner la personne qui sera chargée de faire cette mission de certification. Bon, c'est noté. Donc, vous l'avez expliqué, Maître Grenier, un avocat peut certifier les informations de durabilité. Mais alors, une entreprise peut-elle faire appel à son avocat conseil habituel pour faire certifier son rapport de durabilité? Alors, en théorie, oui. En pratique, je dirais non. Pour la raison assez évidente de l'impartialité. On ne peut pas à la fois, et là c'est notre déontologie d'avocat hein, qui s'applique dans toute sa force et sa puissance et son intérêt, c'est que nous ne pouvons pas à la fois être conseil d'une entreprise, même sans la conseiller pour rédiger le rapport de durabilité, mais juste conseil sur les sujets de droit social, de droit de l'environnement, et puis ensuite, tranquillement, venir émettre un avis sur l'exhaustivité, la fiabilité du rapport de durabilité qui comportera des données environnementales et sociales. En termes d'impartialité, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc les textes ne l'interdisent pas, les règles déontologiques de la profession, oui. D'accord. Et une question parallèle pour les commissaires aux comptes. Une entreprise peut avoir d'ores et déjà désigné un commissaire aux comptes pour auditer ses comptes. Est-ce qu'elle peut faire appel à ce même commissaire pour certifier son rapport de durabilité? La réponse est la même. En théorie, oui. En pratique, j'ose espérer que les commissaires aux comptes auront la même déontologie que celle des avocats et refuseront d'être à la fois conseil d'une entreprise et entité qui vérifiera, émettra un avis sur le rapport de durabilité. Et cela leur appartient. Alors maintenant qu'on a notre rapport, il est établi, il est certifié. Est-ce qu'il est publié? Qui y a accès? Alors oui, effectivement, l'intérêt de ce rapport, donc on l'a dit tout à l'heure, il figure dans une partie c'est une section particulière du rapport de gestion. L'intérêt de ce rapport, c'est qu'il soit publié pour que toutes les parties prenantes de l'entreprise y aient accès. Quand on parle de parties prenantes, c'est à la fois les parties prenantes internes, c'est-à-dire les actionnaires, mais aussi les salariés des entreprises qui peuvent avoir intérêt à regarder la politique qui est mise en place au niveau social par l'entreprise, d'où l'importance d'ailleurs du tagage, parce qu'on sait que ces rapports, ils vont pouvoir faire plusieurs pages et que toutes les parties prenantes ne sont pas intéressées par la lecture de l'intégralité du rapport. Mais c'est aussi les parties prenantes externes, c'est-à-dire les investisseurs, mais aussi les clients d'une entreprise. C'est-à-dire que la philosophie de la CSRD, elle s'inscrit dans la taxonomie et dans le pacte vert européen, c'est-à-dire essayer de réorienter l'économie vers une croissance qui soit plus durable et plus soutenable en tout état de cause, et pas que sur le plan environnemental, c'est-à-dire qui respecte les besoins des générations futures, aussi bien sur le plan des droits humains, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que ce rapport il soit consultable par la majorité des gens, y compris par des demandeurs d'emploi qui sont à la recherche d'un emploi, y compris par les consommateurs, parce qu'aujourd'hui, finalement, on sait que qui c'est qui réoriente la croissance? C'est effectivement les investisseurs, parce qu'en fonction du choix des investissements, on va avoir des entreprises qui sont plus ou moins respectueuses de l'environnement, mais c'est aussi les consommateurs, le consommateur final qui fait un choix. Et pour qu'il le fasse de manière éclairée en conscience, il faut que ces informations soient accessibles à tout le monde. Merci. On va passer aux questions-réponses. On a quelques questions de nos auditeurs. Alors peut-être déjà une première question, c'est où peut-on trouver la liste des OTI habilités pour les certifications? C'est en cours. Alors c'est en cours et ça sera publié en fait sur le site de la... Alors c'est la H2A, qui est la Haute Autorité de l'Audit, qui remplace le H3C, qui était la Haute Autorité du Commissariat aux comptes. Et comme en fait finalement cette autorité a vocation à régir tous les acteurs de l'audit, c'est sur le site du H2A qu'on trouvera la liste en fait des prestataires qui sont... Mais c'est en cours, effectivement. Peut-être préciser pourquoi c'est en cours alors que la CSRD est déjà opérationnelle, qu'on a déjà les normes SRS, parce qu'il y a une obligation pour les OTI qui sont accrédités par le COFRAC, selon la norme 17029, de suivre 90 heures de formation.
ces 90 autres formations concernent les OTI, mais également les CAC. Ça s'applique à tous ceux qui vont émettre un avis sur le rapport de durabilité. Et ces 90 heures, il faut les faire. Pour ma part, je viens tout juste de terminer cette formation de 90 heures. Il y aura encore 2 autres sessions. C'est lourd, ce n'est pas rien. Et donc, nous rentrons dans cette phase d'établissement de la liste des OTI tenue par la H2A. Et il fallait aussi que les formations soient préalablement agréées, ce qui a aussi créé un décalage dans le temps. C'est-à-dire que les CAC et les prestataires de services d'assurance indépendants devaient faire cette formation de 90 heures. Mais au début du mois de janvier, on n'avait toujours pas homologué certaines formations. Donc, c'est vrai que ça explique que la liste ne soit pas encore à jour. Alors, justement, sur ces OTI, qu'est-ce que ces OTI vont vérifier? Comment vont-ils travailler concrètement? Alors, comme pour la DPEF, sachant que nous sommes pour l'instant dans une assurance limitée, et le travail va consister à regarder la sincérité et l'exhaustivité des données qui figureront dans ce rapport de durabilité. Ça veut dire déjà s'interroger sur le process de collecte, qui est très important, s'interroger sur la personne en charge de cette remontée des data, comme on dit, vérifier quel est le contrôle interne, parce que c'est un point important, nous avons moins dans la DPEF, et avec le rapport de durabilité, cette notion de contrôle interne sera vraiment essentielle. Et puis, procéder par voie d'échantillonnage, comme pour la DPEF. Donc, je dirais peu ou prou le même exercice, mais avec une rigueur beaucoup plus forte, beaucoup plus importante, parce qu'il faut que ça colle aux normes SRS. D'accord. Une autre question qui est intéressante, c'est est-ce que le rapport de durabilité pour la PME est nécessaire lorsqu'une grande entreprise sous-traite à une PME non cotée? Alors non, ce n'est pas une obligation. C'est simplement la grande entreprise qui va solliciter la PME pour qu'elle remonte elle-même des informations de sa chaîne de valeur. Donc, il n'y a pas d'obligation, mais ce qui est intéressant, c'est peut-être de se faire accompagner pour pouvoir remonter des informations qui seront pertinentes pour les entreprises. Parce qu'effectivement, nous, ce qu'on faisait, je vois des clients qui sont déjà des toutes petites entreprises, mais qui travaillent pour des gros groupes comme Vinci, où on commence déjà à leur poser des questions sur la façon dont travaillent les salariés, les politiques qui sont mises en place. Et donc, du coup, c'est cette démarche de regarder quelles sont les normes SRS, mais ce sera une démarche qui sera beaucoup plus allégée. Et c'est finalement presque une philosophie qui peut permettre aussi de fidéliser les salariés, de fidéliser des clients et de travailler avec des très grosses entreprises. Oui. Donc, en fait, on voit que vraiment les grandes entreprises, les grands groupes anticipent et ont d'ores et déjà commencé à solliciter les parties prenantes pour avoir des informations à collecter. Même si pendant un certain délai, elles vont pouvoir se dispenser de remonter les informations de leur chaîne de valeur en expliquant qu'en l'état, ce n'est pas possible. Comme ces obligations arrivent, elles essayent de s'y mettre petit à petit, elles aussi, et donc du coup, ça ruisselle sur les plus petites entreprises. Mais c'est des obligations qui sont beaucoup moins lourdes pour les PME non cotées. C'est simplement une démarche à mettre en place dans le cadre de la gouvernance. Et ça peut faire partie d'une toute petite annexe au rapport de gestion, en fait. Voilà, c'est vrai que c'est une question, je comprends qu'elle soit posée, parce que les PME sont très inquiètes. Oui. Les syndicats, les groupements de PME se disent jamais on ne pourra rentrer dans cet exercice. Et je pense que c'est vrai. Il ne faut pas qu'ils s'affolent en disant on ne va jamais réussir déjà à comprendre et puis à répondre à tous les ESRS. En revanche, se poser des questions, se dire moi par rapport à mon métier, j'ai un impact sur l'environnement qui est plus important. Comment est-ce que je vais pouvoir répondre demain à ma côté? Les entreprises aussi, pour les grands groupes, il faut les compléter en disant qu'aujourd'hui, elles se posent la question en termes de gap analysis. C'est-à-dire, j'ai publié une DPEF, demain, il faudra que je publie un rapport de durabilité. Quel est l'écart entre l'exercice que je réalise aujourd'hui et que je sais bien réaliser depuis des années et l'exercice que je vais devoir faire demain? Et ça, c'est un travail que les avocats, OTI ou pas, peuvent tout à fait faire dans cet accompagnement de la compréhension des ESRS, environnement, social, gouvernance, pour dire, c'est très bien pour les DPEF, mais demain, il faudra faire en plus ça, ça et ça
pour être en phase avec l'exigence CSRD et rapport de durabilité. Une autre question, est-ce que les obligations imposées par la directive CSRD concernent également les sociétés civiles ou uniquement les sociétés commerciales? Ce sont des informations que toutes les dispositions sont dans le code de commerce. Oui. Il y a des seuils de chiffre d'affaires et des seuils de nombre de salariés, donc je n'ai pas vu de distinguo selon la forme sociale. Mais... Moi non plus, j'en ai pas vu, mais bon, une société civile qui remplirait les seuils, ça me paraît. Ouais. Oui, puis alors comme on est sur des dispositions qui sont dans le code de commerce, applicables pour le rapport de gestion des sociétés commerciales, ce sont des dispositions qui, sauf erreur, de ma part, s'appliquent plutôt aux sociétés commerciales. Oui. Alors, j'ai une autre question. L'entreprise concernée devra donc faire auditer tous ses pôles pour avoir les bonnes informations à la fin de l'année. Par exemple, devra-t-elle connaître l'impact de tous ces événements corporate organisés? Elle doit passer à chaque fois par un cabinet d'audit, donc. Alors, je pense que la question est vraiment juste de savoir si chaque événement corporate, parce que chaque action de l'entreprise va être contrôlée, auditée, être surveillée, de savoir l'impact en matière de durabilité. Non, pas du tout. C'est pas le même exercice. Il faut penser véritablement que c'est comme les audits qui sont faits par les commissaires aux comptes en matière financière. C'est-à-dire que l'entreprise, elle reste quand même, elle a toute la liberté d'action de décider des événements qu'elle organise. Et simplement, on peut donner un exemple très, très basique. Vous avez énormément de salariés. Vous pouvez vous dire, pour tous les déplacements de temps de durée, je veux que les salariés se déplacent en train parce que c'est un mode de transport plus écologique. Mais sur un événement particulier, vous n'êtes pas obligé de faire auditer cet événement par rapport à l'empreinte écologique qui serait susceptible d'avoir. Pas du tout, en fait. C'est vraiment dans une logique globale du modèle économique de l'entreprise, sur lequel on va devoir se poser question sur ce modèle économique et pas événement par événement, en fait. Alors, il y a une question qui est posée sur le cas des filiales. Effectivement, la personne dit ayant des problèmes de son au début, ils n'ont pas entendu. Donc, sur cette question, Maître Grenier a d'ores et déjà répondu et a expliqué les différents cas d'exemption possibles, enfin, du moins les conditions pour être exempté en tant que filiale d'une société française. Je vous invite à regarder le replay pour avoir la réponse, pour éviter qu'on revienne dessus. Une autre question. Alors, ce rapport de durabilité doit-il être appréhendé comme un renforcement de la marque employeur si tout est conforme? Dans le cas contraire, comment une entreprise peut faire pour que son image ne soit pas trop détériorée? Oui, enfin, clairement. C'est un vrai renforcement de la marque employeur, en ce sens que cela permet à l'entreprise de justifier de cette approche de durabilité. Pour ne pas avoir sa marque dégradée, le sens de la question, c'est parce que dès lors que l'entreprise adresse bien les sujets de ESG et que ces sujets ESG sont bien retransmis dans le rapport de durabilité, il n'y aura pas de dégradation de sa marque. Donc, je pense que c'est par rapport au fait que du coup, l'entreprise va devoir effectivement donner des informations sur le côté durable de son entreprise et je pense qu'un chef d'entreprise pourrait craindre que ça détériore l'image de sa société si les informations ne sont pas à la hauteur en matière sociale, environnementale, de gouvernance. Alors, j'ai envie de répondre qu'avec les réseaux sociaux, de toute façon, tout va tellement vite et tout est tellement déformé qu'il vaut mieux avoir la maîtrise de l'information en positive ou en voie de progrès, en piste d'amélioration. Au moins, c'est maîtrisé, c'est tenu et c'est dans un cadre légal. Donc, je suis très confiante là-dessus. Alors, l'obligation de publier des informations de durabilité obligera-t-elle plutôt à publier l'intégralité du rapport de gestion pour des entreprises qui sont aujourd'hui dispensées de publier un rapport de gestion?
pour l'instant, les entreprises qui sont dispensées de publier un rapport de gestion, elles ne seront pas obligées de publier le rapport de durabilité. Après, effectivement, comme Patricia Savin disait, le sens de l'histoire serait peut-être que de plus en plus d'entreprises soient concernées. Mais pour l'instant, en tout cas, les entreprises qui ne publient pas de rapport de gestion ne sont pas soumises à une obligation de durabilité. Donc, elles ne seront obligées de publier ni l'un ni l'autre. Existe-t-il des outils, des applications adaptées pour interroger ces parties prenantes et consolider les réponses? Est-ce qu'il y a déjà un modèle de questionnaire ou quelque chose? Oui, il y a des sites informatiques. Il y a beaucoup de sociétés informatiques qui ont créé des logiciels. Par exemple, je ne vais pas donner de nom parce que ça ne se fait pas, mais il y a à la fois des grands groupes qui ont des logiciels dédiés pour faire rentrer les datas et puis pouvoir adresser le rapport de durabilité. Et puis il y a des startups qui se sont lancées, Focus CSRD. Donc oui, il y a des outils d'aide pour cette collecte et cette identification. Je voulais juste ajouter un point, ne pas oublier que là on parle de CSRD. On parle d'entreprises qui sont assujetties selon des seuils. Mais le Code civil, l'article 233 du Code civil, qui a été revu par rapport Nota Sénat, fait obligation à toute société de prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux de son activité. Donc, indépendamment de cette obligation très contraignante CSRD, normée, il y a dans le Code civil cette obligation pour toute entreprise, qu'elle soit commerciale ou civile, d'avoir un objet social, voilà, encore une fois, qui prend en considération les impacts sociaux et environnementaux de son activité. Donc, on est vraiment dans le centre de l'histoire, plus global. Tout à fait. Et alors, une dernière question, la non-certification du rapport de durabilité pourrait-elle entraîner la responsabilité des dirigeants? Ce n'est pas dans l'ordonnance, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu de tel degré. Non, on peut quand même. Non, c'est plutôt, alors là, c'est plutôt en lien avec, comme pour les CAC, lorsqu'il y a un avis qui est négatif, il faut revoir la copie. Alors en fait, c'est un peu comme le même principe que l'audit des informations donc purement financières que font les commissaires aux comptes. Si le commissaire aux comptes émet des réserves, ça n'a pas forcément d'impact sur la responsabilité de l'entreprise. Si, par contre, dans le cas de son audit, le commissaire aux comptes décèle des activités délictueuses, là, il y a une transmission d'informations au procureur de la République, une obligation de révélation, en fait. Ce qui est vrai pour l'OTI, pas que le cas d'ailleurs. Non, ce qui est vrai pour l'OTI, voilà, mais parce que comme on parlait des informations purement financières, ça ne concernait que les CAC, mais effectivement, donc, tout va dépendre de la mise en jeu de la responsabilité de l'entreprise. S'il y a des activités délictuelles qui sont révélées par l'audit, elle est susceptible d'avoir lieu. Si après, c'est des réserves parce qu'il y a des points qui n'ont pas pu être vérifiés, j'allais dire, la sanction, elle ne peut exister que des actionnaires ou éventuellement des investisseurs. Sanction par le marché. La sanction par le marché. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va s'arrêter là pour ce matin parce que le temps file à une vitesse. Merci beaucoup, Maître Grenier. Merci beaucoup, Maître Savin, d'avoir partagé votre expertise avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ce webinaire vous a permis d'avoir un premier éclaircissement général sur les obligations en matière de durabilité en France. Si vous voulez approfondir le sujet, si vous voulez tout comprendre dans les moindres détails, éventuellement aussi avoir les réponses à vos questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre, sachez que nos bulletins spéciaux sur la CSRD vont très prochainement être diffusés à tous nos abonnés et également être mis en vente sur la boutique, sur nos boutiques Lefebvre Dalloz, donc mis en vente en ligne. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis bon appétit.